Alors oui, j'ai ressorti mon magnifique t-shirt Chewbacca parce que c'est la première chose qui me vient à l'idée en voyant ma tête dans le miroir. On est d'accord, il serait grand temps que j'aille faire un petit tour chez le coiffeur, mais comme pour l'instant, dans l'immédiat, je ne peux rien y faire, je vous invite donc à vous concentrer plutôt sur ma voix, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler seulement de thrillers, de romans noirs et de policiers, et je vous avoue que dans le lot, il y a du bon, voire même du très très bon. Alors montez le son et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue donc dans un nouveau point lecture qui, pour ne pas changer, tournera autour de mes genres de prédilection, c'est-à-dire des romans policiers, des thrillers et des romans noirs. Ouais, on va récapituler les choses comme ça. Et la sélection du jour est un plutôt bon cru, puisqu'en plus, dans le lot, il y a même un très joli coup de cœur. Alors, comme d'habitude, et parce que j'ai tendance à faire des points lecture bien trop longs, trêve de blabla, on y va tout de suite. Le premier roman dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, L'effet papillon est le tome 5 de la saga du département V, écrit donc par Jussi Adler-Olsen. Une saga dans laquelle on va suivre une petite équipe d'enquêteurs au Danemark qui va avoir, on va dire, pour vocation de rouvrir des cold cases. Et si je devais faire un résumé de ce tome 5, ce qui ne sera pas vraiment facile, je dirais qu'au début de cette histoire, on va bizarrement se retrouver en Afrique. On est d'accord, on est bien loin du Danemark. Et plus précisément au cœur d'un projet humanitaire qui a pour vocation d'aider, je crois, une tribu papou. Bref, les choses ne se passent pas forcément très bien. On sent tout de suite qu'il y a des histoires de corruption, de détournement d'argent. Et puis en parallèle de ça, on va aussi suivre une sorte de famille agrandie, un peu particulière, qu'on nous présente au départ comme une famille de gitans, ou en tout cas un groupement de personnes qui a pour travail la journée soit de faire la manche, soit de commettre des petits larcins afin de rapporter de l'argent à notre espèce de chef de gang. Et je peux pas trop vous en dire plus. Vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, ça y est, j'ai enfin lu ce tome 5 qui me faisait de l'œil depuis un moment dans ma pile à lire, mais je vous avoue que j'avais un petit peu du mal à me lancer à cause de sa taille, parce que comme d'habitude, Jussi Adler-Olsen aime nous pondre des bonnes grosses pavasses, jusqu'au moment où je me suis dit, allez ma grande, lance-toi, tu le sais très bien, cet auteur nous pond des pavés, mais des pavés qui en général se lisent très bien et très rapidement. Alors il n'y a pas de raison d'en avoir peur. D'autant plus que j'avais adoré le tome précédent qui était donc le tome 4 que j'avais trouvé diablement efficace et intéressant. Du coup, et pour toutes ces raisons, je me suis enfin mis un coup de pied aux fesses, je me suis lancée. Mais malheureusement, je dois vous avouer que pour moi, ce tome 5 est franchement en dessous du tome 4. Bon après, il faut reconnaître que dans l'ensemble, l'écriture de Jussi Adler-Olsen est toujours aussi entraînante et addictive, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que l'on lit forcément des grosses pavasses, même si j'ai trouvé que ce tome-ci mettait un petit peu de temps à démarrer. En effet, on nous retrouve par exemple les personnages récurrents du département V qu'à partir de la 200e page environ, et je vous avoue que c'était un petit peu long à mon goût. Alors oui, bien sûr, ces 200 premières pages sont utiles pour mettre en place certains éléments qui vont être importants par la suite, mais malgré tout, ce départ manquait pour moi d'un petit peu de rythme et d'intérêt. Bon alors après, je dois reconnaître que ce manque d'intérêt vient peut-être aussi un petit peu de mes goûts personnels, puisque dans ce tome-ci, il va y être beaucoup question de ce que l'on peut appeler les criminels en col blanc, et en général, c'est un sujet qui m'intéresse assez peu. Il y a entre autres questions de finances, d'argent détourné, etc. Et ce sont des sujets qui, s'ils ne sont pas expliqués de façon simple, ont tendance à faire que je peux assez vite décrocher. Or, là pour moi, ça manquait un petit peu de simplicité, de clarté, de fluidité, ce qui fait que j'avais tendance à ne pas forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
Et s'il y a bien quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, c'est de ne pas arriver à comprendre quelque chose. Pour certains, ce qui les met en rogne, c'est de rater leur mayonnaise, et ben moi, c'est de ne pas arriver à piger un truc. Et parfois ici, c'était un petit peu le cas, je vous avoue. Et en matière de manque de clarté, j'ai aussi eu un gros problème avec 3 personnages qui sont justement ces criminels en col blanc, qui étaient 3 personnages qui se ressemblaient énormément, qui à mon goût n'étaient pas du tout assez détaillés et différenciés, ce qui fait que je les confondais constamment et que par conséquent j'avais un petit peu du mal à suivre les parties du roman qui les concernaient. Du coup, tout ce qui pouvait leur arriver était assez flou pour moi et représentait assez peu d'intérêt. Pour ce qui est par contre des personnages du département V, ça a été un véritable plaisir pour moi de retrouver Rose, Assad et Karl. Plus les tomes passent et plus leur lien se resserre, et j'ai vraiment ce sentiment que c'est avec beaucoup de plaisir et de tendresse que le lecteur peut les voir évoluer et se rapprocher les uns des autres. Et si ces personnages peuvent avoir des côtés parfois un petit peu caricaturaux, et bien malgré tout j'ai appris à les aimer comme ça et à comprendre que cela faisait partie intégrante finalement de leur personnalité. Par contre, dans ce tome-ci, il y a un nouveau personnage qui intègre entre guillemets l'équipe du département V, avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Mais bon, j'essaye de me remettre aussi en tête que lors de ma lecture du premier tome de cette saga, j'avais cordialement détesté Karl Mork. Alors on va dire que pour le moment, je laisse le bénéfice du doute à ce nouveau personnage. Mais pour le moment, c'est clairement pas mon copain. Pour en revenir à l'histoire de ce 5e tome, on a un personnage central que j'ai trouvé intéressant, mais j'ai eu le sentiment que l'auteur en faisait peut-être un petit peu trop à son sujet, ce qui fait que par moments, pour moi, ce personnage manquait un petit peu de crédibilité. Et en plus de ça, je dois reconnaître que les actions, on va dire, autour de ce perso m'ont semblé franchement redondantes, et du coup, par moments, bon, c'était un petit peu lassant. Pour ce qui est des méchants de l'histoire, je dirais, pour ma part, parfois j'ai trouvé qu'il manquait peut-être un petit peu de profondeur. Alors, ce qui était intéressant, c'est que par leur biais, l'auteur a amené certaines thématiques qui m'ont semblé pouvoir être extrêmement intéressantes, mais finalement j'ai trouvé que dans le traitement que l'auteur en faisait, c'était assez survolé, et du coup, on va dire que certains aspects de cette histoire m'ont presque semblé un petit peu gratuits. Je sais pas si je suis extrêmement claire, j'essaie de faire au mieux. Pour moi, malheureusement, ce 5e tome est clairement en dessous des autres, peut-être tout simplement parce que le fond de l'histoire ne m'a pas vraiment intéressée. Malgré tout, je reconnais sans aucun souci que c'est toujours très plaisant de lire du Jussi Adler-Olsen, et surtout pour moi, ce qui fait finalement le plus grand intérêt de ce tome 5, c'est qu'il a permis de faire avancer certains aspects de la vie un petit peu plus personnelle de nos personnages récurrents, et ça, c'était franchement chouette. Je suis notamment de plus en plus curieuse à propos d'Assad, et j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce personnage. Par contre, concernant l'écriture de Jussi Adler-Olsen, j'ai eu par moments un petit souci. Je crois d'ailleurs que je vous en avais déjà fait part, mais j'ai eu l'impression que dans ce tome-ci, c'est peut-être un petit peu plus ressorti que dans les autres tomes. En effet, ces personnages ont un humour assez pince sans rire, et l'auteur fait souvent preuve de cynisme et d'ironie, et par conséquent, lorsque je me suis retrouvée à lire certains passages assez caricaturaux, notamment ici à propos des homosexuels, et ben je ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Par conséquent, je ne sais pas trop quoi penser de cet auteur. Par moments durant ma lecture, je me suis dit mais putain, c'est pas possible, ce mec est complètement réac et bourré de préjugés. Et à d'autres moments, je me suis fait la réflexion de me dire mais non, en fait, justement, le but d'écrire des choses comme ça, c'est justement de se moquer des préjugés. Bref, parfois je suis assez mal à l'aise par rapport à certains passages que peut écrire l'auteur, parce que je ne sais pas s'il fait ça pour se moquer des stéréotypes, ou si, à contrario, l'homme derrière l'écrivain est véritablement bourré lui-même de stéréotypes. J'avais d'ailleurs à ce propos mis des petits signets, et je vais essayer de vous lire certains passages qui illustrent ce que je viens de vous dire.
histoire que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour vous. Typiquement, là, on a un passage où on a une description d'un couple d'homos et on nous dit « L'homme qui regardait Marco à présent était moins efféminé que le premier, mais pas très viril non plus. Marco pouvait reconnaître un couple d'homosexuels au premier coup d'œil. Sur les trottoirs, ils se promenaient avec des petits sacs à main serrés contre leur ventre et la lanière enroulée autour du poignet. » Alors oui, hein, on est bien d'accord que c'est présenté pour que ce soit le personnage Marco en question qui pense ce genre de choses à propos des homosexuels, mais vous voyez, ça met quand même assez mal à l'aise parce qu'on a cette espèce de message que tous les homos sont des espèces de folles qui se baladent en talons hauts à paillettes avec leur chihuahua dans une main et leur sac à main dans l'autre. Et du coup, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas s'il fait ça pour se moquer de ce type de stéréotype ou si au contraire il y a une espèce de fond de vérité de pensée. Alors, on a un autre passage plus loin où il en rajoute une couche dans cette lignée, puisqu'on nous dit « Comme dans tous les appartes d'homosexuels qu'il avait cambriolés », donc on est toujours avec le même personnage, le vestibule annonçait la couleur et l'esprit de ce qu'on allait retrouver dans le reste de l'appartement. Dans le cas d'Evind et de Cage, c'était des acteurs et des actrices depuis longtemps disparus dans des tenues sophistiquées, comme s'il y avait un type d'intérieur que l'on retrouve chez tous les couples homo. Bah oui, c'est bien connu, c'est comme on a un type d'intérieur qu'on retrouve chez tous les couples hétéros. C'est fou ce que l'humain est prévisible. Mais bon, comme une fois de plus, c'est attribué encore au même personnage, je me dis que c'est peut-être justement attribué à ce perso. Bref, refermons cette parenthèse, mais j'avais besoin de vous en parler. D'ailleurs, si vous avez un point de vue sur le sujet, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire, ça me permettra peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Pour conclure, vous l'aurez donc compris, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le moins bon de la saga. Néanmoins, ça en reste pas moins un bon moment de lecture dans l'ensemble. C'est juste que j'ai trouvé l'intrigue peut-être un petit peu facile, un petit peu moins fouillée et intéressante que celle des tomes précédents. Mais comme je l'ai dit, il fallait aussi peut-être en passer par là pour avancer dans la saga, ne serait-ce que du point de vue de la vie personnelle de nos personnages récurrents. Et donc vous l'aurez bien sûr compris, je pense, je lirai avec beaucoup de plaisir la suite de la saga du département V parce que bien sûr les tomes suivants attendent déjà dans ma pile à lire. Et pour ceux qui se poseraient potentiellement la question, oui, hein, tous les tomes sont des pavasses d'à peu près 500-600 pages à chaque fois, voire plus. Mais je vous promets que ça se lit vraiment très très bien. Faut absolument pas en avoir peur. Pour ce qui est de la lecture suivante, on va rester chez le livre de poche avec Dans son silence de Alex Michaelides. Je vous avais présenté ce roman il y a peu de temps dans un book haul et je vous avais dit que je sentais qu'il ne resterait pas très longtemps dans ma pile à lire. Et bah j'avais bien senti puisqu'effectivement je me suis assez vite jetée dessus et pour cause. C'est tout simplement que son résumé m'a tiré beaucoup trop parce que pour rappel dans cette histoire, on débute avec une femme qui est retrouvée chez elle, complètement mutique et complètement muette, avec à côté d'elle le corps de son mari. Lui était un photographe plutôt connu et elle une peintre de renom. On va lui demander forcément de s'expliquer sur la situation et elle ne va jamais rien dire. Elle va du coup être condamnée mais envoyée non pas en prison mais dans une sorte d'hôpital psychiatrique fermé pour purger sa peine. Et jamais au grand jamais, elle ne dira un seul mot à propos de cette histoire. Ce qui va bien sûr titiller la curiosité d'un psychiatre qui s'appelle Théo, Théo, c'était bien ça, qui va du coup, on va dire, se donner comme mission de faire parler notre jeune femme muette, qui s'appelle d'ailleurs Alicia, qui va du coup se faire embaucher dans l'hôpital psychiatrique où elle est internée et qui va tout faire pour devenir son psychiatre attitré et faire avancer, je dirais, la situation de cette jeune femme. Bref, vous l'aurez compris, moi, un thriller psychiatrique, forcément, ça ne pouvait que m'attirer. Et pour terminer de me convaincre, je rappelle également que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'avait lu et en avait dit beaucoup de bien. Donc un synopsis de départ très sympa, plus l'avis de Séverine également plutôt positif. Il m'en fallait pas plus pour me jeter dans cette lecture. Et il est indéniable que dans l'ensemble, ce roman est un très bon cru.
mais peut-être qu'une fois de plus, j'en attendais un petit peu trop. J'avais donc très hâte de découvrir cette histoire qui me promettait d'être centrée sur un mystère psychiatrique et je dois du coup reconnaître que je suis très vite rentrée dans ce roman. J'ai bien aimé la construction de cette histoire puisque dans le premier chapitre, on a disons un point de départ raconté du point de vue de Théo, notre psy, et en fin de compte, on va presque remonter le temps pour comprendre comment on en est arrivé à cette situation de départ. Le style d'écriture à proprement parler est assez classique et passe-partout, mais pas du tout désagréable. Je n'ai rien à vraiment lui reprocher de ce point de vue-là, si ce n'est peut-être un élément dans le choix d'écriture qui m'a un petit peu gênée. En effet, ce roman est découpé en plusieurs parties et certaines de ces parties sont agrémentées de passages qui sont censés être des extraits du journal intime d'Alicia. Or, dans ces extraits, on avait entre autres des dialogues et là, pour moi, à ce niveau-là, ça ne collait pas. Parce que soyons clairs, personne n'écrit comme ça dans son journal intime. Pour moi, ces passages auraient dû être écrits d'une façon vraiment différente dans le style d'écriture, beaucoup plus dans l'introspection et non pas comme tout le reste du roman avec dialogue et tout le tout-team. Malgré tout, ces passages permettent d'apporter un éclairage nouveau, je dirais, sur l'histoire et aussi d'apporter un peu de rythme. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'en restait pas moins des passages franchement intéressants. Au niveau du rythme d'ailleurs, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il était plutôt bien mené. Après, je dois reconnaître que je m'attendais peut-être à un roman plus centré vraiment sur le côté psychiatrique, plus centré sur les échanges entre Théo et Alicia. Or, on a ici quand même une grosse partie du roman dans laquelle on va suivre Théo en dehors de l'hôpital psychiatrique, dans sa vie, on va dire, plus personnelle, où finalement il mène plutôt une sorte d'enquête. J'avais donc peut-être envie de plus de psychologie, de psychiatrie et même de huis clos, ou en tout cas c'est ce à quoi je m'attendais en lisant la 4e. Les personnages quant à eux sont tous plutôt intéressants parce que chacun a sa part de normalité entre guillemets, mais aussi une part beaucoup plus sombre, beaucoup plus mystérieuse. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il n'y a rien de pire que de retrouver des personnages ultra manichéens dans ce type de thriller un petit peu psychologique. Or ici, ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça, c'était très bien. L'auteur s'amuse à brouiller les pistes et à nous faire douter à propos de tous ces personnages et ça, c'était plutôt intéressant et bien vu de sa part. Malheureusement, je dois avouer que j'ai vu venir certains éléments de la révélation et du coup, je n'ai pas eu cet effet absolument waouh que beaucoup de lecteurs ont semble-t-il eu lors de la lecture de ce roman. Une fin intéressante, hein, certes, je ne reviens pas là-dessus, mais qui n'a peut-être pas répondu à toutes les questions que je me posais et qui selon moi aurait peut-être mérité que l'on aille un petit peu plus loin dans les méandres justement de la psychologie. Une fin donc peut-être un poil rapide à mon goût mais qui malgré tout m'a donné, vous savez, ce sentiment d'avoir envie tout de suite de relire le roman en ayant du coup un petit peu tous les tenants et les aboutissants en tête, même si je pense que si je devais le relire, en ayant justement connaissance de cette fin, j'y verrais peut-être certaines incohérences qui, je pense, me dérangeraient. J'imagine néanmoins très bien ce roman adapté en film parce que dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt efficace et bien calibré. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que c'est le premier roman de cet auteur. Et au regard de ça, j'ai envie de dire bien joué parce qu'un premier roman de cette qualité, je pense que ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Un bon roman donc psychologique, mais dont je m'attendais peut-être qu'il transpire un petit peu plus la psychiatrie. Je vous le dis tout de suite, selon moi, dans le genre, je pense qu'il y a mieux. Néanmoins, clairement, à mon avis, il fait tout de même partie du haut du panier. Un bon thriller donc qui a pour vocation de gentiment vous retourner le cerveau, ce qui, je pense, ne manquera pas d'arriver si vous n'êtes pas comme moi un gros lecteur de thrillers psychologiques bien tordus. C'était donc une lecture bien sympa,
bien rythmée et franchement divertissante, même si, comme je l'ai dit, j'aurais peut-être aimé plonger un petit peu plus dans la psychiatrie et être un petit peu plus surprise. Néanmoins, je pense très sincèrement qu'Alex Michaelides a les qualités pour devenir un grand auteur, et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je découvrirai son prochain roman, dans l'espoir bien sûr qu'il en écrive un. D'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas et je suis juste pas au courant. Là encore, si vous avez l'info, laissez-la moi en commentaire, ça m'intéresse. Concernant le roman suivant, je sais que certains et certaines d'entre vous attendaient mon retour à ce sujet. Je pense surtout du fait qu'il s'agit d'une nouveauté et d'un grand format et que par conséquent, et c'est bien normal, vous n'avez pas envie de vous tromper entre guillemets et de lâcher 25 balles dans un livre qui risque fort de ne pas vous plaire. Et oui, vous l'aurez certainement deviné, ce roman il s'agit de La Maison des Voix de Donato Carisi aux éditions Kalaman Levy. Mais avant de vous donner mon avis, et il y a bien longtemps que je ne l'avais pas fait, je vais devoir déclencher l'alerte chouchou qui, je le rappelle, ne garantit du coup pas mon objectivité à 100% concernant cette lecture. Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, que vous êtes au courant, je vais pouvoir passer à mon avis. Et surtout vous faire un résumé déjà de cette histoire. Bon alors là encore, on va être dans l'univers de la psychiatrie puisque dans ce roman, on va suivre là encore un psychiatre, mais un psychiatre qui est spécialisé plutôt dans la psychiatrie infantile. En effet, Pietro est un psy qui a l'habitude de travailler en relation avec le tribunal des enfants dans des affaires judiciaires qui concernent donc des mineurs. Et entre autres, pour démêler le vrai du faux de la parole de ses enfants, il utilise l'hypnose. Pietro vit sa petite vie tranquille de psy à Florence jusqu'au jour où il va recevoir un coup de téléphone d'une de ses consoeurs qui vit, elle, en Australie, qui lui dit qu'elle lui envoie, entre guillemets, l'une de ses patientes qui vient d'arriver à Florence. Sauf que voilà, cette patiente est adulte et Pietro dit « Bah, vous êtes gentil, mais moi je travaille qu'avec des gosses. » Mais la spécificité de cette nouvelle patiente, c'est qu'elle est persuadée d'avoir tué son petit frère lorsqu'elle était elle-même enfant. Du coup, sans vraiment trop y croire au début, Pietro va rencontrer cette patiente pour essayer de faire, dirons-nous, avancer son cas et l'aider à démêler le vrai du faux de ce qu'elle est persuadée d'avoir vécu. Mais là où ça va commencer à devenir troublant, c'est qu'au fur et à mesure des séances avec cette patiente, il va se rendre compte qu'elle semble savoir des choses à propos de sa vie personnelle à lui. Et là, d'un coup, ça va être beaucoup moins sympathique pour notre psy. Et si je devais résumer cette lecture, je dirais que c'est encore un bon cru de la part de Donato Carisi, même si ce n'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais durant ma lecture. En effet, ce roman partait très bien, je suis très vite rentrée dans l'histoire. En même temps, il faut reconnaître que je suis plutôt friande, vous le savez, de ces thrillers psychologiques qui nous plongent dans les méandres de la psychiatrie humaine, surtout étant donné que je sais à quel point Donato Carisi peut être bon dans cet exercice. Je me suis donc, comme à chaque fois, laissée aller au rythme de son récit. J'ai adoré l'ambiance qu'une fois de plus l'auteur a su créer. Une ambiance pesante, angoissante et même malsaine par moments, dans laquelle on se met à douter de tout un petit peu, vous savez, à la Shutter Island. J'ai adoré plonger dans ces questionnements et dans cette ambiance brumeuse dont j'attendais avec fébrilité de pouvoir enfin comprendre le pourquoi du comment. Oui, parce que ça c'est clairement sa grande spécialité à Donato. Mais la fin m'a un petit peu déçue et c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Une fin que j'ai trouvée peut-être un petit peu trop abrupte et qui surtout n'a pas su refermer certaines portes qui avaient été ouvertes, et du coup je me suis retrouvée peut-être un petit peu frustrée par rapport à certains questionnements que j'avais en tête. Malgré cette fin qui moi m'a laissé un petit peu justement sur ma faim, je ne m'opposerai, je vous l'accorde, qui n'était absolument pas prévu ni réfléchi, et donc malgré cette fin j'ai complètement adoré replonger une fois de plus dans l'écriture de Donato Carisi. Une plume incisive, intelligente et sombre, qui dépeint des histoires alambiquées aux nombreuses ramifications qui à chaque fois
permettent de mettre en ébullition les neurones du lecteur. Il propose à chaque fois des personnages complexes aux nombreuses facettes et je pense que c'est vraiment l'une des choses que j'aime le plus dans son écriture. Dans ce roman-ci, on retrouve des thèmes ou en tout cas des éléments qui sont assez récurrents dans ces différents romans et qui je suppose sont du coup vraiment des thématiques qui lui tiennent à cœur, tels que l'enfance, les souvenirs, la psychiatrie, mais également la religion. Et j'adore la façon dont il met justement en scène ces thématiques et dont il les explore à chaque fois. Vous l'aurez donc probablement compris, dans ce one-shot, Donato Carisi explore plus particulièrement la thématique des souvenirs et de la mémoire, une thématique qui a déjà été pas mal explorée par les auteurs du genre, d'ailleurs avec plus ou moins de succès, et je dois reconnaître qu'ici je trouve qu'il l'a plutôt bien exploité, même si après coup je me rends compte qu'il a peut-être par moments usé de certaines facilités. D'ailleurs, dans le genre auteur qui a déjà exploré ces thématiques, je repense à Mémoire fantôme, je crois, de Franck Tillier, qui avait été aussi une super lecture, voire peut-être même un coup de cœur. Et si j'y pense, je vous mettrai dans le petit le lien vers la vidéo où j'en parlais, parce que vraiment, ça avait été là aussi une histoire qui m'avait complètement embarqué et dont la fin m'avait bien retourné le cerveau. Donato Carisi aurait peut-être pu pousser son raisonnement et son labyrinthe psychologique, j'ai envie de dire, un petit peu plus loin, mais bon, c'est peut-être tout simplement que j'en voulais plus. Après tout, comme on dit, c'est bien connu, on en attend toujours plus finalement des gens qu'on aime. Pour résumer, c'est donc pour moi un bon one-shot pour tout lecteur qui rechercherait un bon thriller psychologique, voire psychiatrique bien écrit, mais aussi un roman qui, pourquoi pas, pourrait donner, je pense, une bonne idée de l'écriture de Donato Carisi et de ce dont il est capable pour des lecteurs qui potentiellement ne le connaîtraient pas encore. Pour ma part donc, ce ne sera pas mon préféré de l'auteur, même si ça n'en reste pas moins un livre qui m'a vraiment procuré un bon moment de lecture et qui a su par moments faire surchauffer mes méninges. Avec une fin un petit peu plus étoffée, peut-être un petit peu différente, je pense que ce roman aurait pu être un coup de cœur. Malgré tout, Donato Carisi reste incontestablement l'un de mes auteurs chouchous, tant par l'originalité des histoires qu'il propose que par sa plume à la fois affûtée et entraînante. Je suis donc très contente d'avoir pu déguster ce nouvel opus et bien sûr, j'attends déjà avec beaucoup d'impatience le prochain tome. Enfin, je dis le prochain tome comme s'il s'agissait d'une saga, alors que pas du tout. Et pour terminer ce point lecture, je vais vous parler d'un roman qui a tourné un nombre incalculable de fois sur des chaînes Booktube. Un roman qui est sorti il y a, je crois, 2-3 ans, qui avait fait énormément de bruit d'ailleurs durant sa sortie. Et comme bien souvent, j'arrive clairement après la bataille parce que je n'avais pas envie de le lire en même temps que tout le monde. Ce roman, il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, c'est un roman que je vous ai présenté il y a très peu de temps en book haul et je vous avais dit que j'avais vraiment très envie de le découvrir. Et j'ai donc bien fait de le sortir très rapidement. Au niveau de l'histoire, je vais faire très simple pour vous la résumer parce que d'une, je pense qu'à peu près tout le monde la connaît, et de deux, c'est un roman très court, donc il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette histoire, on va principalement suivre une jeune fille qui est extrêmement protectrice avec son petit frère qui vit dans une famille, on va dire, clairement dysfonctionnelle, entre une mère ultra effacée, voire même complètement soumise, et un père franchement violent, et plein d'autres qualificatifs que je ne citerai pas ici, mais qui, vous l'aurez compris, ne sont franchement pas positifs. Toujours est-il qu'un jour, notre jeune fille et son petit frère vont vivre un événement plus que traumatisant, qui va survenir de façon complètement imprévue, et surtout qui va profondément échanger. Et waouh, je comprends complètement pourquoi ce livre a autant fait parler de lui, parce que pour ma part, ce fut une petite claque, voire même une grosse. J'ai trouvé qu'il se dégageait de ce roman une sorte de puissance dévastatrice assez dingue. Tout le roman est donc raconté du point de vue de cette jeune fille
jeune fille d'ailleurs dont il me semble on ne cite jamais le nom, et pour autant, même si son prénom n'est jamais verbalisé, elle n'en est pas pour autant déshumanisée. Bien au contraire, j'ai ressenti une empathie de dingue pour cette gamine d'une force, d'une combativité et d'une intelligence incroyable. Ce roman, bien que court, est selon moi complet et j'ai presque même envie de dire suffisant. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez savoir qu'en général, j'ai un petit peu de mal avec les romans courts, mais dans celui-ci, on est face à une telle violence et à une telle cruauté par moments que plus aurait été trop, je pense. Et malgré sa longueur, l'auteur a su développer des personnages complexes, une véritable histoire et j'ai même envie de dire un vrai univers. On a par exemple tout un champ lexical autour des animaux qui permet de créer cet univers riche et de renforcer le parallèle dont il est question ici entre l'homme et l'animal. Pour être plus clair, je dirais que ce roman revient sur cette idée que l'homme est un animal comme les autres, ou presque, et que lorsqu'il est acculé, il a cet instinct de survie qui va savoir ressurgir du plus profond de ses entrailles. Parce que ce roman présente de nombreuses thématiques, mais finalement celle qui m'a le plus embarqué, le plus intéressé et qui a le plus en tout cas retenu mon attention, c'est véritablement celle de cet instinct de survie primitif que chacun a au fond de lui, qui va se révéler plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, mais qui dans tous les cas est une part à part entière de notre ADN. Après, comme je l'ai dit, c'est un roman extrêmement violent, que ce soit d'ailleurs dans les actes comme dans les paroles. Une violence physique et psychique qui prend place au sein d'une famille à la fois bancale et à la fois qui pourrait être vraiment la famille de monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs à ce sujet, l'auteur y a mis en place une famille qui est composée du coup d'un père et d'une mère avec 2 enfants, un garçon, une fille, et à aucun moment d'ailleurs on ne sait où se situe l'action. Et je pense que si elle a mis ça en place, c'était tout simplement pour donner à cette famille une sorte de notion d'universalité qui avait pour vocation de peut-être toucher un maximum de monde, ou en tout cas de permettre à un maximum de lecteurs de potentiellement s'identifier. On y suit donc ces 2 enfants qui sont coincés entre un père violent, autoritaire, mal intentionné et chasseur, et de l'autre une mère ultra passive. 2 enfants qui vont vivre, comme je l'ai dit, un événement traumatique, imprévisible, qui va profondément les changer. J'ai profondément haï ce père qui incarne à la perfection tout ce qu'il peut y avoir en tout cas de plus beauf, de plus cruel et de plus détestable chez l'humain. Certains passages sont franchement dérangeants, mais l'auteur a aussi su amener à son récit des passages d'une grande force, mais aussi des images et des métaphores à la fois bien choisies et mémorables. Je vous le cache pas, j'ai par contre eu un petit peu plus de mal avec, dirons-nous, 2 éléments de cette histoire. Tout d'abord avec la violence envers les animaux dont il est parfois ici fait état. J'ai parfaitement conscience qu'il ne pouvait en être autrement au vu de la façon dont l'histoire est traitée, du champ lexical abordé, de l'univers de la chasse qui est incarné justement par ce père. Mais j'ai toujours du mal avec ces passages dans lesquels il y est question de violence et ou de torture envers les animaux. J'ai toujours du mal à lire, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, j'arrive pas à l'expliquer. Vous allez me dire, oui, je lis des romans où il est question de cadavres humains découpés et ça ne me fait rien, mais dès qu'on touche à un animal, ça me fout la gerbe. Traitez-moi de psychopathe, en attendant, c'est la réalité. Et puis, j'ai aussi eu du mal avec le traitement de la sexualité de cette jeune fille et de l'amour qu'elle porte, on va dire, envers un homme bien plus âgé qu'elle. Je comprends quel était l'intérêt de cet élément dans l'histoire, mais je vous avoue que malgré tout, ça m'a mis mal à l'aise. Malgré tout, ce roman a été pour moi une vraie claque, un roman que j'ai pratiquement lu d'une traite d'ailleurs et dont je sais pertinemment que je vais me souvenir longtemps. Cette jeune fille, sa détermination, sa force de caractère, sa maturité, son amour inconditionnel pour son petit frère envers et contre tout et son formidable instinct de survie auront su me marquer au fer rouge. C'est une histoire courte, percutante,
percutante, sombre et dérangeante, mais pourtant tristement réaliste et portée par une plume à la fois aiguisée et visuelle. J'ai souvent du mal avec les romans qui font beaucoup de bruit parce que j'ai souvent peur d'en être déçue et surtout j'ai souvent peur que ça ne soit finalement qu'un coup marketing. Mais concernant ce roman-ci, je dois reconnaître qu'il mérite complètement tout le bruit qu'on a pu faire autour de lui. D'autant plus que là encore, il s'agit d'un premier roman. Et ouais, premier roman de l'auteur. Alors avec une plume aussi percutante, aussi aiguisée et aussi glauque dès le premier essai, je vous avoue que je suis franchement très curieuse de voir ce que l'auteur pourra donner par la suite afin de voir si elle sait réitérer ce succès ou si potentiellement ce n'était qu'un coup de maître comme ça. Un éclair de génie comme parfois il arrive à certains auteurs et que malheureusement il n'arrive pas toujours à réitérer. Et il me semble qu'elle en a sorti un autre cette année, donc bien sûr je vais me renseigner sur le sujet même si je vais attendre une fois de plus que son nouveau roman sorte en format poche. Toujours est-il que vous l'aurez compris, pour moi La Vraie Vie a été un très beau coup de cœur et pourtant une fois de plus c'est un roman très court. Ça me rappelle un petit peu Aveu de faiblesse de Frédéric Viguier que j'avais lu fin de l'année dernière. Comme quoi, il va peut-être falloir que je revoie un petit peu mes préjugés par rapport au roman court, parce que parfois, lorsque c'est bien écrit, ça peut également être très bon. Et ici, pour moi, c'est franchement le cas. Voilà, c'est donc ainsi que se termine ce point lecture. Je peux d'ores et déjà vous informer que j'en ai un autre en préparation qui dans l'ensemble sera également plutôt bon, mais avec des genres littéraires pour le coup un petit peu plus variés. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous très bientôt pour connaître ces titres que j'ai dévorés il y a peu de temps. Ai-je besoin de répéter une fois de plus que les commentaires sont ouverts et que c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous? Bon bah voilà, s'il y avait besoin, en tout cas c'est fait. Donc n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire. Et pour ceux qui ne seraient potentiellement pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite donc à le faire. Par contre, concernant le petit troll qui s'amuse à mettre des dislikes à peine ma vidéo sortie, je t'avoue que pour le coup, si tu pouvais te désabonner, cela ne me dérangerait point. Vu qu'apparemment mes vidéos ne te plaisent pas ou que potentiellement ma tête ne te revient pas, je ne te retiens pas. Allez, bisous et sans rancune. Sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Moi, comme d'habitude, je serai au rendez-vous et je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!